Bonjour tout le monde, ici Diane Gagnon, bienvenue à Porteur d'Espoir. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon co-animateur Denis Carignan. Bonjour Denis. Bonjour Diane. Et de notre charmante invitée Soma Seka qui nous fait le plaisir de revenir nous visiter. Elle était venue l'année dernière. Vous l'avez tellement aimée, on l'a tellement aimée qu'elle nous fait le bonheur de revenir nous voir. Comment vas-tu? Très bien, et toi Diane? Ça va bien. Tu es au Québec pour 3 semaines et tu fais plein d'activités pour nous, hein? Non, je suis en vacances. Ah oui! Elle est en vacances au Québec pour 3 semaines, mais elle va donner toutes sortes de séminaires. De séminaires, okay, dont un qui va être cette fin de semaine et dont on va vous donner les dates et les lieux à la fin de l'entrevue. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu as choisi de nous parler de santé, d'être à l'écoute de notre corps, puis... Ah non, la santé, ça ne se résume pas à l'écoute du corps. La santé, c'est réaliser l'harmonie et l'unité. Donc, c'est vraiment rencontrer tous les aspects de ce que nous sommes, autant le corps, le souffle, l'émotion, l'inconscient, l'enfant intérieur et l'être que nous sommes. C'est une globalité, c'est une unité qui est retrouvée. C'est ça pour moi ce que j'appelle la pleine santé. Dans une de tes vidéos que Isabelle nous avait envoyées, j'ai vu que tu parlais de l'écoute corporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une crispation, une tension, un malaise, on va voir ce que c'est? Non, l'écoute corporelle, ce que j'appelle l'écoute, j'ajoute le terme corporel, mais en fait, on parle d'écoute. L'écoute, c'est une présence, c'est une ouverture, c'est-à-dire qu'on part de notre ouverture, de notre présence naturelle. Et à partir de cette présence-là, il y a une conscience, une clarté naturelle qui vient, d'abord sur la porte de la corporalité, on entre dans l'univers corporel, et on va s'apercevoir que l'univers corporel n'est pas fait que de matière physique. Notre corps est traversé de souffle subtil, il est traversé d'émotions, il est traversé de pensées, et c'est tout cela que l'on rencontre quand on s'abandonne à cette écoute naturelle, qui est pure présence. Et ça se fait naturellement. Il n'y a pas une volonté d'aller chercher quelque chose. On se laisse guider par l'intelligence du corps et l'intelligence du cœur qui nous anime tous. C'est ça pour moi la véritable écoute. Et tu dis on n'a pas d'effort à fournir, ce que je crois, mais quand, comme moi, on n'a pas encore cette conscience-là, je ne sais pas pour toi. Si là, tu l'es, mais oui. tu mets une limite en croyant que tu ne l'as pas. Ce n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu es. Et que tu es, c'est déjà là. Et c'est simplement voilé en apparence parce qu'il y a des croyances que voilà, je ne le suis pas ou je ne l'ai pas, je dois l'atteindre, etc. Simplement voir cette pensée et ne pas s'identifier à cette pensée. Du coup, cette pensée retombe en toi et c'est ouvert à nous. Et cette ouverture, c'est ce que tu es. Et on part toujours de cette ouverture. OK. Bon, je vais essayer de comprendre. Moi aussi, c'est... Oui, merci. Oui, Okay. T'es pas tout seul. Non, parce que ça me parle, ce que tu dis, ça me parle. Je sais que ça résonne ici, mais en même temps, Tu ne peux pas comprendre l'ouverture. Est-ce que tu as besoin de comprendre? Là, tu es. Tu sais que tu es. Est-ce que tu as besoin de le comprendre? Non. L'ouverture, c'est ça. C'est ouvert. Et si tu demeures reposé dans cette ouverture, toute la vie se déploie. Voilà, toute l'écoute se déploie. Les prises de conscience se déploient naturellement. Ça veut dire quand même que j'ai du ménage à faire parce que, puis on en parlait justement aujourd'hui, tu sais, on est dans une vie où ça va vite, puis on est soi-même notre propre tyran, hein, puis on s'en demande plus, on a de la difficulté à s'arrêter pour juste être, on est dans le faire. Mais ce mouvement-là de faire, se place dans l'être que tu es. Okay. C'est pas, tu parlais de je dois faire le ménage. Non, tu ne dois pas faire le ménage. Tant que tu dis que tu veux faire le ménage, ça veut dire que tu rejettes une partie de toi-même. Tu rejettes un aspect, oui.
Fait que je fais plus le ménage. Non, t'as pas Enfin, besoin de faire moi, le ménage. Quand je parle d'écoute et de rencontre avec toi-même, c'est une rencontre d'amour. Donc c'est à rencontrer, à explorer, à goûter. Et si tu enlèves quelque chose de toi-même, ben, tu ne le rencontres pas, tu ne l'aimes pas. Tu vois, tu l'élimines. Il n'y a pas à être en conflit avec soi-même. Tu n'as rien à enlever de toi. Est-ce que tu dirais à ce moment-là que les malaises, les symptômes, les maladies, les douleurs sont des indicateurs qui visent à m'enseigner que je ne suis pas alignée avec moi-même? Ben, n'importe quel symptôme physique est toujours relié à une émotion, hein, ou à un schéma mental qui n'est pas vu ou qui est refusé. Il y a quelque chose qui est refusé, justement. Donc il y a une résistance quelque part, une résistance émotionnelle. Dès qu'il y a une résistance émotionnelle, tout de suite il y a une tension dans le corps. Dès qu'il y a un mouvement de la pensée, automatiquement il y a un impact très subtil sur les énergies subtiles du corps et sur le physique. C'est automatique. Tu as un jugement, tac, il y a tout de suite un mouvement dans la corporalité. Tu as un rejet, tu as une colère, ben, tu peux prendre une émotion forte comme la colère, tu vois tout l'impact sur le corps. Ouais. Donc, de manière subtile, n'importe quelle pensée, c'est un mouvement qui va avoir un impact sur toutes les énergies subtiles qui sont là et sur le physique. Voilà. Et s'il y a un schéma émotionnel qui tourne en boucle et qui n'est pas vu, automatiquement, ça va créer une tension, une crispation au niveau corporel, ce qui fait que les énergies ne vont plus circuler au niveau du corps. Et après, ça crée la maladie. Et au lieu, généralement, on traite la maladie de façon physique sans la relier avec l'aspect en amont qui est émotionnel, inconscient, etc. Et en amont encore, il y a cette ouverture. Et moi, je dis que c'est cette ouverture qui est le grand médecin, le grand thérapeute. Si tu laisses tout se déposer en cette ouverture et se manifester naturellement en cette ouverture, tout s'alchimie de soi-même, tout se rééquilibre de soi-même et tout recircule de soi-même. Donc, le vrai thérapeute pour moi, il ne se dit pas un thérapeute. Et il n'a pas un patient en face. Il est en unité, il n'y a pas de séparation entre le soi-disant thérapeute et le patient. Il y a simplement cette ouverture, et dans cette ouverture, de l'espace est donné pour la personne qui apparemment a la maladie, et dans cet espace-là, sa maladie peut être alchimisée et guérie. Mais, OK, ça c'est beaucoup plus clair déjà pour moi, c'est plus simple à comprendre. Si j'ai une douleur à une main, par exemple, je sais pas, je fais de l'arthrite ou de l'arthrose ou whatever, il y a un manque de circulation, d'énergie dans cette région-là. J'accueille ou j'essaie de comprendre quelle est l'émotion qui a généré ça? Tu es invité à accueillir. Si tu cherches à comprendre, ça ne va pas résoudre le problème physique ni le problème émotionnel. Ah, non. Ça aide un petit peu, mais ça ne va pas libérer l'énergie bloquée. Si tu as une main, par exemple, avec de l'arthrite, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui est tenu, qui est tendu. Sûrement au niveau du système nerveux. Et après, qu'est-ce qui tend ton système nerveux? Ben, c'est peut-être tout un flux de pensée, un flux d'inquiétude, etc., qui fait que le système nerveux est très sollicité, ton cerveau est compressé, et donc ça va retenir toute la circulation énergétique. Tu vois, et donc après, progressivement, l'énergie ne circule pas et ça crée des problèmes d'arthrite, d'arthrose, etc. Donc, quelqu'un qui souffre de ça, pour s'en libérer, parce que moi, je pense que le corps, il peut s'auto-guérir de tout, là. Ah oui? Complètement. Mais justement, est-ce que... Avant qu'il y ait une tension physique, une maladie est toujours créée par l'esprit. Donc, ce que l'esprit a créé, l'esprit peut le décréer, le déconstruire. Est-ce que ça a un impact sur le physique, dans le sens que, admettons que tu as de l'arthrite, il te manque un bout de cartilage. Normalement, le corps ne reproduit pas le bout de cartilage qui a été perdu. Je vais te donner l'exemple, c'était un lama tibétain, il avait la gangrène, etc. Et par la méditation, il a reconstruit
tous les ligaments de sa main, etc. Wow. Parce que le pouvoir de l'esprit est sans limite. Le pouvoir de la conscience est sans limite. Pourquoi ça ne nous est pas enseigné jeune, ça? Il me semble qu'on arrive à un niveau de conscience, je pense, au niveau planétaire, en tout cas à une bonne partie de la population, qui fait que je crois qu'on est en train de récupérer beaucoup de connaissances sur nous, mais on est encore loin de cette connexion totale à soi, là. Le chemin est long. Non, pas si long, parce que les énergies actuelles sont très favorables à cette ouverture de conscience-là. Et de plus en plus, moi je rencontre beaucoup de jeunes, et ils sont très ouverts à ça. Et ils ont de façon innée cette connexion-là. C'est vrai? Et c'est quelque chose de vraiment naturel. Vraiment naturel. Qu'est-ce que ça change quand on a vraiment cette ouverture de conscience-là? Qu'est-ce que ça change dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre présence à soi, aux autres, dans nos choix? Ah ben ça change tout. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup... Tu es en amour de la vie, tu es en amour tout court, tu es en plénitude. Voilà. Et tu vois que... Oui, tu t'émerveilles à chaque instant de la vie, ça change tout. Mais ce que tu décris, ça ressemble à ce qu'on appelle l'éveil habituellement, là, cette unité avec tout ce qui nous entoure, cet amour, cette joie qui t'habite puis qui est là en permanence. Est-ce que tu t'appellerais ça l'éveil? Non. L'éveil, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes. La plénitude d'être, c'est ce que nous sommes. Ah. OK. Bon, je vais te poser la même question que je pose à chaque fois que j'ai une difficulté à comprendre. Je vais poser la question, c'est parce que je t'entends déjà répondre, alors je vais essayer de la poser quand même, puis tu répondras. Comment on fait pour arriver à juste être? C'est antinomique, là, ce que je pose comme question, là, j'en suis consciente, mais tu sais, on aspire à la paix, on aspire à se déposer, à vivre dans quelque chose de simple, d'harmonieux. La plénitude qu'elle parle. Oui. Tu sais, c'est sûr que je disais, hey, oui, y a-tu une pilule? Je sais qu'il n'y en a pas. Mais on cherche comme une action pour en arriver là. Puis j'ai l'impression que c'est pas le bon chemin, mais c'est ce qu'on est habitué, nous. On va forcer, on va faire un effort, on va pour y arriver. Puis là, on se fait dire, en tout cas, je vais avoir ta réponse. C'est justement cet effort, cet élan qui est normal, mais qui va justement voiler cette plénitude. Ah. Parce que par cette action, tu penses que tu dois obtenir quelque chose, tu dois obtenir un état. Et donc, tu crois, il y a une croyance qu'il faut aller quelque part. Alors que là, c'est déjà là. Il y a simplement un retournement du regard à faire. Vers soi. Oui. Ce retournement du regard, c'est un abandon total. Voilà. C'est une petite mort. C'est ça l'éveil. C'est une mort. C'est une mort de toutes nos croyances, de toutes nos limites. Voilà. C'est tout ça, tout ce monde imaginaire qui s'effondre. Les prises de conscience qu'on fait parfois, comme on parlait avant d'entrer en onde, de notre tyran intérieur qui nous pousse constamment. Est-ce que ces prises de conscience-là nous rapprochent d'être dans cet état de plénitude ou nous en éloignent? Ni l'un ni l'autre. Tu l'es déjà. Donc il n'y a rien qui t'en éloigne, il n'y a rien qui t'en approche. Tu l'es déjà. Alors, quand mon ego spirituel dit « Ah, je viens de comprendre quelque chose d'important », ça n'a pas d'importance. Non. La compréhension, quelle que soit la compréhension que tu as, c'est juste une pensée. Ah oui. OK, moi je pensais que je venais de trouver des solutions à bien des choses, mais non, finalement. Il n'y a pas un voile qui tombe. Admettons que je suis conditionné, puis je fais de ma vie un enfer sans m'en rendre compte, et tout d'un coup, je vois que tous ces efforts, eh bien, ça faisait juste me faire souffrir, et j'ai même plus besoin de faire cet effort-là. Donc, il y a un voile qui est tombé parce que j'ai compris. Voilà, parce que tu as une prise de conscience. C'est différent de la compréhension intellectuelle. Okay. La prise de conscience, c'est vu. Okay. Toi, tu n'as pas besoin de tourner la pensée. C'est tac,
c'est vu. Du coup, au moment où c'est vu, au moment où c'est reconnu, ça tombe. Il y a comme Ok. un voile qui tombe. Donc Oui. c'est ça. OK. J'ai une petite question là-dessus par rapport au corps, parce que je crois que madame, ici, aujourd'hui, a fait une prise de conscience. Il y a un voile qui est tombé. Oui, beaucoup. Un Est-ce, gros. est-ce que ça peut avoir un impact dans les énergies subtiles qu'on peut se sentir physiquement dans le corps? Ah mais complètement. Ah oui? Ah oui. Comment ça? Ben, comment ça? Par exemple, tu as une tension physique. Mhm. Si tu as mal, c'est qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel, au niveau mental qui n'est pas vu. Si tu reconnais, par exemple, si la tension physique est créée par une peur, une angoisse de fond, si tu la vois, tu la reconnais et tu vois qu'elle n'est pas de réalité, tu ne la nourris plus en t'identifiant, cette énergie va tomber. Donc, et du coup, la tension physique qui est reliée va se guérir d'elle-même. OK. Juste par la simple prise de conscience. La simple prise de conscience suffit. Mais encore, il faut aller jusqu'à la prise de conscience parce que généralement, nous sommes coupés de nos émotions. On ne veut pas les voir. On ne veut pas les rencontrer en live. Ouais. Et parce qu'on ne veut pas. Et tant que par exemple, tu ne veux pas rencontrer l'émotion, tu la bloques, tu la fuis, tu la nourris. Ah. Et donc, le problème physique demeure. Donc, c'est pour ça que dans l'invitation de l'écoute corporelle, on va écouter le corps, on va lui donner de l'espace, sans chercher à faire le ménage ou à éliminer quoi que ce soit, sans chercher à apaiser la tension physique. Et simplement là, en étant en présence, tout de suite tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va bouger au niveau du corps. Et si tu continues à demeurer dans la détente, dans cette écoute corporelle, automatiquement, l'émotion qui est liée à la tension physique va émerger à la conscience. Là, le premier réflexe, c'est hop, on va bloquer. Parce que justement, on a peur de rencontrer l'intensité de l'émotion et toutes les histoires, les blessures qui vont avec. Parce qu'on a peur de la souffrance. Donc c'est un système normal de protection. Donc ça aussi, on va le voir, on va l'accueillir. Parce que ce qui est intéressant de rencontrer, c'est tout notre système de protection, notre armure, qui est là pour protéger nos blessures, pour protéger notre sensibilité, notre enfant intérieur. Donc là, on va rencontrer avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de clarté, toute cette armure-là, tout le mur de protection qu'on a construit. Et c'est en rencontrant cela, c'est-à-dire en prenant conscience de toutes les briques de ce mur. Ah oui, c'est comme ça, sans chercher à forcément comprendre, mais c'est de l'ordre de l'évidence. Chaque brique va se dissoudre de lui-même à son rythme. Et du coup, il y a un relâchement émotionnel qui va se faire, il y a un relâchement énergétique qui va se faire, un relâchement physique qui va se faire naturellement. Et du coup, on comprend comment le corps marche, comment on crée la maladie et comment on peut s'auto-guérir. Mais par l'expérience vécue. Il faut vraiment être à l'écoute de soi, là, dans la détente. Parce que est-ce qu'on peut faire ça dans un environnement, par exemple, stressant, en faisant du métro, boulot, dodo, puis en travaillant 60 heures par semaine, en élevant 4 enfants, en faisant les... En théorie, oui, parce que dès tant que tu as conscience, tu es la conscience, donc dans n'importe quelle situation, ça peut le faire. Mais c'est sûr que quand tu es très sollicité, c'est bien d'avoir cette plage de pause où tu te poses et tu retournes un peu en toi-même. Ça facilite. Ça facilite. Juste avant que tu arrives, j'écrivais mon texte pour demain, puis je parle du mode survie. Parce que je réalise qu'on est beaucoup en mode survie, soit par mesure de protection depuis qu'on est tout petit, ou soit parce qu'il a fallu apprendre tôt à se débrouiller, ou à cause de violence, ou en tout cas, les causes sont sans doute multiples. Qu'est-ce qui fait qu'on maintient ce modèle de survie-là alors qu'il est plus utile aujourd'hui? Mais parce que c'est le mode de l'ego. L'ego, le fonctionnement de l'ego, c'est le mode protection, le mode contrôle, le mode où je suis rétréci. Donc quand tu vas, par justement l'écoute, par la présence, en amenant une conscience de plus en plus grande sur tout le système de l'ego, lui, il va se défendre, hein. Il va vouloir, quelque part, le conditionnement va vouloir se maintenir. Et c'est tout à fait normal.
C'est pour ça que quand je demande souvent en séminaire aux gens, est-ce que vous voulez l'éveil, est-ce que vous voulez être libre de la souffrance, leur bouche dit oui, mais si le corps, le reste dit non. Hein. Parce que sans la souffrance, ils sont nus, ils sont tellement habitués à la souffrance, ils sont tellement habitués à avoir un problème à résoudre, que si tu leur enlèves tout ça, que leur reste-t-il? Donc le véritable bonheur, est-ce qu'on le veut vraiment? La véritable liberté, la pleine liberté, est-ce qu'on la veut vraiment? Peut-être qu'on la veut, puis ça nous fait peur parce qu'on ne la connaît pas. Mais exactement, parce que cette pleine liberté, c'est une inconnue totale. Hein? C'est cette tension qu'on sent ici tout le temps. On est toujours dans... Je parle pour moi, là, je ne sais pas pour vous autres, mais cette crispation qui fait que, OK, là, il y a ça, il faut que je fasse ça, là, il y a ça, OK, c'est le temps de me reposer. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille... Il y a une espèce de... C'est comme si on était assis sur un ressort, puis que dès qu'on s'assoit, on recommence. Ben, cette tension de fond que tu ressens, c'est cette angoisse existentielle du devenir. Qu'est-ce que je vais devenir l'instant suivant, ou demain, ou après-demain? Comment je vais gérer ce futur-là? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est pour ça que toute la construction égotique, elle doit se reconstruire à chaque instant, créer un devenir. C'est pour ça qu'on a tendance à se projeter constamment dans le futur. Même s'il est virtuel, même s'il n'existe pas, on se projette pour rassurer une partie de nous-mêmes. Et donc on est toujours, voilà, on ne peut pas dire qu'on est en dehors de l'instant, parce que même si tu te projettes dans le futur, c'est toujours l'instant. Mais le fait de suivre tout le temps ces pensées où tu te projettes dans le futur, ben ça voile justement l'être que tu es. Et pour moi, l'être, c'est l'instant intemporel. C'est ça que j'appelle l'instant, parce que souvent on dit revenez dans l'instant. Mais l'instant, c'est pas... Le véritable instant, c'est pas un moment entre le passé et le futur. L'instant, c'est l'être. C'est pas du temps, c'est ce qu'on est. Non, c'est intemporel, cette ouverture dans laquelle le temps va se déployer, l'espace et le temps va se déployer, à travers notamment la pensée. Est-ce que tu as dû, tu n'es pas obligé de répondre, là, si tu trouves la question trop personnelle, est-ce que tu as dû expérimenter à travers ton corps des choses qui t'ont amené à avoir toute cette ouverture-là par rapport à cette sensibilité-là, tu sais, parce que je vois où ton regard se pose, puis je me dis, je sais qu'il y a pas des choses en moi, je ne voudrais pas qu'elle voie. Mais pourtant, on voit tout, là. Hein? Oui, mais toi, tu vois tout, moi, je vois rien. Je vois rien sur moi. Ça, c'est une croyance. Ah oui, d'accord. Si tu te poses un instant, non seulement... Et c'est pour ça, plus on va... bien sûr, je ne parle qu'à partir de mon expérience. J'ai longtemps écouté le corps. C'est pour ça, après, ça m'a permis de connaître comment le corps fonctionne, comment les énergies fonctionnent, comment le souffle fonctionne, comment l'esprit fonctionne. Et après, quand tu te connais vraiment, tu connais l'autre en le cœur, pas par là, en le cœur. Il n'y a plus de séparation entre toi et l'autre. Et lorsqu'il y a, tu as une vision claire, pas de l'autre, mais de ce qui est là. Il y a une clarté qui est là. Moi, une question qui m'intrigue depuis le début, tu as commencé avec l'ouverture. Puis j'ai l'impression que si on est dans l'ouverture, là, j'ai l'impression que tout s'harmonise. On va plus vers un chemin vers la plénitude. Mais concrètement, c'est toujours moi ma question, je suis un gars bien concret. Concrètement, oui. Je ne sais pas c'est où, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait pour aller vers l'ouverture? Bon, déjà, on ne va pas vers l'ouverture. Dans l'instant, en fait, tu rencontres ce qui va émerger dans l'instant. Si c'est une douleur dans la hanche, c'est ça que tu vas rencontrer. Mais souvent, on dit, douleur dans la hanche, tu ne la rencontres pas. Tu vas vite aller voir le médecin qui va te dire, bon, ben, on va opérer, etc. Oui. Alors que si douleur dans la hanche, tu es en présence de cela profondément, ben, tu vas voir que cette douleur dans la hanche, elle est reliée à plein de choses dans ton corps et plein de choses au niveau mental et émotionnel. Donc tu prends le temps, donc tu t'ouvres à ça, tu t'ouvres à entrer en contact avec ça déjà. Mais
Mais cette reliance avec, par exemple, ton problème à la hanche, ça se fait dans une conscience. Et tu vas découvrir que cette conscience est ouverte. C'est ça, cette conscience que j'appelle l'ouverture. Mais quand on parle de conscience, on pense qu'il y a quelqu'un qui est conscient de quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Dans la conscience être, il n'y a pas quelqu'un qui est conscient de quelque chose. Est-ce que quand on se met à l'écoute de ce que le corps, de ce qui émerge, je devrais dire, est-ce que justement c'est pas des pensées qui viennent, ah j'ai mal là, donc ça doit être parce que je dois m'affirmer davantage, apprendre à recevoir, ou c'est parce qu'on a tous lu sur les significations des malaises et maladies. Oui, mais là tu ne restes pas en contact avec la sensation corporelle. Tu ne restes pas en contact. Par exemple, il y a une douleur, tu vas dire, ah, mais ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Ok. Mais là, dans cette présence, du coup, ton attention va se reporter sur ces pensées-là. Et tu vas voir combien tu t'identifies à ces pensées-là. Ah oui. Et combien tu as soif de compréhension. Oui. Et combien tu es attaché à ces pensées. Et combien c'est sans fin. Ouais. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a une prise de conscience, par exemple, tu la laisses passer. Tu n'as plus besoin de dire « Ah, mon Dieu, j'aurais donc dû voir ça avant, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû... » Tu es dans cette ouverture, c'est un espace vierge, libre de toute bibliothèque, libre de tout savoir. Tout ce que tu as appris, c'est déjà du passé. Pourquoi c'est toujours vierge? Pour permettre à la nouvelle information de venir, si tu en as besoin. Et elle vient automatiquement, sans que tu aies besoin de réfléchir. C'est une autre... Dans cette ouverture, c'est un savoir universel, ce que j'appelle le savoir du cœur. C'est direct, c'est instantané, et c'est effacé immédiatement. Et la guérison se fait à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'il faut méditer comme ton lama tibétain? Est-ce qu'il faut... Il ne faut rien du tout. À moins d'avoir la gangrène. C'est pas une obligation, c'est un élan vital. Donc dans un élan vital, il y a la joie de se rencontrer, de se redécouvrir à nouveau. C'est un essentiel, c'est pas il faut. S'il y a il faut, tu es déjà tendu avant de te rencontrer. Or, tu ne peux véritablement te redécouvrir que dans cet espace de détente, dans l'abandon, dans l'ouverture. C'est parce que tu t'abandonnes à cette ouverture qui est sagesse innée, sagesse primordiale, elle va t'amener vers ton propre cœur, naturellement. C'est se laisser abandonner comme un enfant dans les bras de sa mère, c'est tout. Pour moi, c'est ça, plonger en soi. C'est pas plus que ça. Mais la chose qui arrive, c'est que quand tu as un malaise, une maladie, j'ai l'impression qu'il y a un gros retournement à faire. Normalement, on est inquiet, paniqué, et on demande à un médecin qui, on lui donne notre responsabilité de notre santé dans ses mains. On dit, fais quelque chose, donne-moi une pilule, je prends la pilule, et puis ça ne marche pas, donne-moi une autre pilule, puis là, je suis en tension, puis je pense qu'un des chemins qui est important avant d'en arriver, c'est de peut-être réaliser qu'on est responsable de notre propre santé. Bien sûr. Il ne faut pas la mettre des mains des autres, mais admettons que je suis capable de me rendre compte, bon, je suis responsable de ma santé, je viens de voir, mais j'ai peur, j'ai mal. L'ouverture puis l'abandon, dans la peur et la souffrance, ça doit être pas facile. C'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut faire le premier pas. Juste un pas. Le mental, lui, il voit toujours le sommet de la montagne. Ouais. Et du coup, tu fais pas le premier pas. Le premier pas, c'est de rencontrer la peur. Juste ça. Voilà. Même si ça a l'air d'être une grosse panique, etc., c'est un instant, lorsque la peur s'élève, tu bouges pas. Juste un instant. Un instant. Juste ce pas-là. Déjà. Voilà. Lorsque la peur s'élève, mais tu vas voir que tu vas bouger. Tu vas voir que ça va s'agiter. Tu vas justement appeler le médecin, tu vas vouloir fuir, tu vas t'agiter, tu vas essayer de trouver une solution à la peur. Solution. Une solution. Du coup, tu évites la rencontre avec la sensation de la peur et avec l'émotion de panique. Alors que si tu ne bouges pas un instant et tu laisses cette panique monter,
Parfois, ça peut même faire une douleur physique. C'est pas grave, tu l'accueilles, tu la laisses monter jusqu'à ce que tu peux, voilà, sans la rejeter, et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va tomber de soi-même. Parce que tu ne touches pas l'émotion, tu t'agites pas. Plus tu t'agites, plus tu vas avoir de plus en plus d'angoisse. Alors que si tu ne bouges pas un instant, et ça, le challenge, juste un instant, tu vas voir, tac, ça va, toute l'angoisse va tomber. Et tu vas voir l'évidence, la réalisation qu'elle n'a pas de réalité. Tu n'y crois plus. C'est qu'un mirage, c'est qu'un fantôme. La chose que je vais amener là-dessus, c'est que c'est une manière de voir totalement différente. C'est que en Occident, j'imagine, problème, solution, puis vite. Donne-moi. C'est ça, donne-moi, agis. Puis là, on dit, ben non, tu vas rencontrer. Hey, mon prodige, comme j'entends des gens que arrête de me niaiser avec tes histoires de rencontres, donne-moi une chirurgie tout de suite. Tu sais. Et ça, c'est la réalité là, de nos pensées, de nos croyances. Et toi, tu arrives, tu nous proposes ça. Je suis sûr que moi, je suis attiré vers ça parce que j'ai une petite ouverture quand même. Parce que je me dis, il y a quelque chose, je sens. Ça goûte bon, hein? Ça, il y a quelque chose. J'ai comme une intuition qu'il y a quelque chose de très intéressant, mais j'imagine que tu es consciente que ce que tu proposes, c'est pas ce qui est la pensée dominante en ce moment. Non, c'est pas la pensée dominante, mais je pense que nous allons aller vers ça. Oui. Vers cette médecine de la conscience, cette médecine quantique, cette médecine de la lumière. Après, tu peux l'appeler comme tu veux. Okay. Là, bon, moi, je ne soigne plus de façon individuelle, mais là, récemment, j'ai accompagné un membre de ma famille qui avait un début de cancer du col de l'utérus et il voulait, évidemment, faire la totale, enlever tout. Oui. Et j'ai dit, mais avec son accord, hein, bon, moi, je vais te soigner. Donc, on a fait 3 soins et après, elle a fait un scan et ça s'est résorbé. Wow. Mais après, c'est pas que moi, c'est elle aussi. Ouais. Par sa prise de conscience, par son élan de vouloir guérir, etc. Par sa présence à elle-même. Mais bien sûr. C'est simplement lui, quand on est là simplement là pour donner de l'espace et pour dire à la personne de reprendre confiance en son propre pouvoir de guérison. De se placer dans son ouverture naturelle. Là où est le cœur de l'amour, le cœur de la joie, le cœur de l'aide, le cœur de la guérison. C'est simplement ça. On ne fait rien de plus. Moi, je ne fais rien dans le soin. Il n'y a rien qui est fait de spécial. C'est ta présence. C'est la présence. C'est la présence. Qui est commune à tous les êtres. Oui. Récemment, je participais à un colloque à Montréal qui s'appelle L'amour médecin, qui va être aussi un documentaire et tout ça. Et ce que tu énonces, on voit que cette tendance-là est là, est présente. Puis on se disait, parce que Denis était avec moi aussi, puis on se disait, on vient d'assister à la naissance de quelque chose de grand, parce que j'avais l'impression que ça prend forme. Tu sais, il y a des êtres comme toi qui viennent nous dire, cela est la réalité, cela est l'unité, je ne sais pas comment le formuler. Puis là, on voit des actions concrètes pour nous amener vers ça. Oui, c'est le bon moment, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Oui. Parce que c'est dans l'air du temps. Oui. Pour moi, nous allons évoluer vers cette médecine-là. Tu as annoncé aussi au début que la santé, c'était pas juste l'absence de maladie là, dans le corps. Puis j'aimerais ça que tu t'élabores davantage sur tout ce qui constitue la globalité. Tu appelais ça la santé de l'être, non? La pleine santé. La pleine santé. La pleine santé, c'est cette harmonie, cette rencontre avec tous les aspects de nous-mêmes. Et dans cette rencontre, tout va se raligner, tout va s'équilibrer, tout va s'harmoniser. Et après, on est vraiment avec le flux vivant de la vie. Voilà, tout est en harmonie. Les autres aspects, tu parlais de l'enfant intérieur, tu parlais de l'inconscient. De l'inconscient. L'inconscient, on fait quoi avec l'inconscient? On prend conscience. Mais il n'est plus inconscient, ce moment-là. Justement, parce que cet inconscient est très puissant. Il est à l'œuvre, justement, à notre insu. Oui. Donc, quand on y amène justement cette présence, cette écoute, automatiquement, tout ce qui est inconscient va être mis en lumière, va être
être libéré. Et justement, tout ce qui est les blessures de l'enfant intérieur, tout cela va être mis en lumière, mais avec une grande délicatesse, parce que c'est une zone qu'il convient d'aborder avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'il y a beaucoup c'est une zone souffrante. Et ça va être mis en lumière par nous? Oui, par on va avoir assez de délicatesse pour nous pour... C'est la conscience qui a l'œuvre. C'est-à-dire que quand tu as l'écoute, il y a une conscience. Ouais. Tu vois? Et c'est une bobine qui se déroule en fait naturellement. Tu n'es pas à l'œuvre. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit en vérité. Il y a juste cet abandon dans l'instant. Juste ce retournement qui semble pour Denis énorme, mais en fait il n'est pas si énorme. Il est énorme pour le mental, mais dans l'instant, il y a tout. Et c'est l'instant qui va guider, voilà, c'est un instant après un autre instant. C'est simplement ce processus qui est complètement naturel, et voilà, et on a simplement besoin de s'abandonner à ce processus naturel de guérison. Mais justement, tu dis le mot abandon. Je pense que la manière qu'on a été formé, c'est le contraire de l'abandon. C'est le combat, c'est le travail, l'effort. Lâche pas, t'es capable. No pain, no gain. Comme... Oui, ben, tu vas prendre justement ce terreau-là et qui va te servir de support pour t'abandonner. Ah oui? Ben, bien sûr. Comment? Pour trouver la paix, il faut le conflit, la résistance. Ok, je comprends mieux là. Voilà, donc plus il y a de résistance, mieux c'est. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est intéressant. Ça va être ton terreau, justement. Ça va être ton engrais. Hein? Donc, il y a une résistance, tac, on va la rencontrer. On va voir comment on refuse la résistance. Et rien qu'en voyant ça, tac, la résistance tombe. Et là, c'est le début de l'abandon. C'est pas parce qu'on n'en peut plus de résister, c'est parce qu'on regarde la résistance, c'est ça? Oui, mais aussi il peut y avoir des moments où justement tu es épuisé de résister, donc ça va lâcher. Voilà, mais parfois c'est le corps qui lâche. Voilà, et parce que le corps il ment pas. Si il commence à donner des signaux de fatigue, etc., et qu'on l'écoute pas et qu'on force, ben, ça va créer une maladie. Alors, mais depuis longtemps, il te dit attention, là, regarde, sens ton corps, prends soin de lui, écoute ce qu'il a à te dire, écoute l'émotion qu'il y a derrière. Et l'émotion en elle-même n'est jamais le problème. C'est cette saisie de l'émotion, c'est-à-dire cette identification à l'émotion qui crée la crispation. Quand je dis identification à l'émotion, c'est soit, c'est-à-dire que s'il y a la colère, je suis en colère, tu la juges, tu la bloques, ou tu vas l'alimenter. Voilà. Et donc, après l'émotion, c'est voir en amont ce mouvement mental qui va s'identifier à l'émotion. Et dès que tu le vois, cette identification en amont, tout tombe. L'identification tombe, l'émotion tombe, la tension physique tombe, tac, 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 enchaîne. Et ça peut être instantané très vite. Ce qui fait que tu peux avoir une douleur, par exemple, au pied, et si tu as vu en amont, toute la ligne lâche, instantanément. Et tu comprends après comment ça marche dans ton corps. J'aime ça parce que, tu sais, il y a des études qui disent qu'une émotion est éliminée dans le cerveau en 90 secondes. C'est-à-dire que les comment on appelle ça? Neurotransmetteurs. Oui, en fait, les dopamines et tout, là, et compagnie, vont éliminer tout ce que l'émotion a créé chimiquement en 90 secondes. Mais tu sais, on peut alimenter cette émotion-là pendant des années à ressasser, puis par exemple en refusant de pardonner, par exemple en disant c'est la faute de l'autre, ou de ma mère, ou de mon grand-père, ou peu importe. Puis là, dans le fond, c'est se désidentifier de ça, c'est simplement de ne plus y accorder d'importance, simplement de dire « Ah, je vois que, par exemple, j'en veux encore à qui que ce soit, puis je le laisse passer. » C'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement tu laisses passer, c'est tu vois la nature de l'émotion. Tu vois que l'émotion, c'est qu'une pensée, c'est qu'une image. Elle est éphémère, elle n'a pas de réalité. Elle a de la consistance que si tu crois au cinéma, à l'image qu'elle te reflète. Si tu vois que c'est une image, c'est comme un reflet sur l'eau.
tu as ton reflet. Si tu vois que c'est pas, que c'est pas tu vois la nature du reflet, qu'elle n'a pas de consistance, même si ça apparaît visiblement, bah, tu sais que c'est un reflet, donc tu ne donnes aucune réalité. Voilà. Et l'émotion, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. J'aimerais revenir sur le point de résistance qui peut être un terreau fertile. J'ai adoré ça. Parce que souvent, quand on voit quelque chose qu'on déteste puis qu'on a une grosse résistance, on pense que cette chose-là est à abattre ou à faire disparaître, puis c'est une nuisance. Là, je me permets de sortir d'un sujet un peu sans trop juger, mais je juge quand même. Nos voisins du Sud ont un président qui nous fait réagir énormément. Oui. Okay? Et là, on le juge de toutes les manières. Puis je me dis, mais comment ça qui est là, cette personne-là? Puis sans tomber dans trop les détails, est-ce que c'est possible qu'une personne qui nous fait réagir comme ça, en fait, c'est bon parce que tu dis c'est un terreau, pourquoi? Pour voir des choses, réaliser? J'ai pas tellement tout bien compris. Pour voir des choses en toi. OK. Voilà, parce que là c'est un cadeau, c'est un miroir pour voir, ben, si ça te gêne, s'il y a des résistances en toi, c'est là que tu dois regarder ce qui se passe. C'est jamais la faute du monde externe. Le monde externe est là pour te renvoyer à ton monde interne. Voilà. Mais c'est plus facile pour nous de dire « Ah, c'est l'extérieur, c'est le monde externe qui ne va pas ». C'est une façon de nous fuir, de toujours regarder à l'extérieur. Mais on s'entend qu'il réveille beaucoup de personnes. Tu sais, il est un miroir pour des millions de personnes parce qu'il dérange des millions de personnes. C'est un gros mandat qu'il a pris en venant sur Terre, non? C'est beaucoup, je trouve. Mais pour chaque personne aura une vision différente, un peu modifiée de l'autre personne. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir, je le répète, ce qui se passe en nous. Moi, Voilà. Toujours. Ouais. Toujours. Parfois, c'est évident que l'autre est notre miroir, tu sais, quand c'est proche de nous, quand c'est notre enfant, quand c'est un ami. Puis quand c'est un chef politique, par exemple, on a tendance à dire « Oh, ça, c'est pas moi, là. » Tu sais, c'est lui, c'est pas moi, tu sais, parce qu'il n'est pas dans notre environnement immédiat. Mais dans le fond, c'est que tout le monde qui nous dérange est un Quand il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui nous dérange, ça veut dire qu'il a appuyé sur le bon bouton. Ouais. Sinon, ça ne nous dérange pas. Ouais. Donc, ce bouton-là, c'est une invitation à retrouver cet espace libre en nous. Voilà. Et celui qui nous dérange est un véritable cadeau. Si on ne le refuse pas. Donc ça, c'est important de le voir. Généralement, quelqu'un nous dérange, eh ben, il va nous permettre de rencontrer déjà une émotion qui est difficile chez nous à rencontrer, qui est la colère. Le jugement, la colère, la rancune, les rancœurs, etc. Les rancœurs, par exemple, on en a plein, on a beaucoup de mal à pardonner, etc. On garde ça en nous. Mais les rancœurs, par exemple, qu'on garde, ça crée des problèmes physiques. Ouais. Tu vois? Il y a plein de choses qu'on a connues dans nos familles qui ne sont pas digérées, qui sont toujours là, qu'on a sur l'estomac, qu'on a dans la gorge, qu'on a voilà, partout, là, au niveau corporel. Le corps nous le dit à un moment donné. Donc, est-ce qu'on a encore besoin de porter tout ça? Mais probablement qu'on n'en a plus besoin, mais qu'on maintient ça d'une manière inconsciente. Oui. Parce qu'on est identifié à ça. On est identifié au passé, on est identifié aux histoires de famille, etc. Voilà. Donc on est identifié qu'à des pensées, en fait. C'est toujours le même processus. C'est toujours nos pensées qui créent notre réalité aussi. Hein? Oui. Parce que nos pensées, nos croyances aussi. Si on croit qu'il faut travailler fort pour arriver, ou qu'on est né pour un petit pain, ou que le monde est notre ennemi, c'est ce qu'on va vivre. C'est exactement ça. Le Bouddha disait, ce que tu penses en le cœur, tu le deviens. Et c'est exactement ça. Tu crées ta propre réalité. En fonction de tes fils mentaux émotionnels, tu vas voir ce que tu penses être le monde à travers ces filtres-là. En fait, tu ne vois que ces filtres-là.
de l'autre, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois que tes propres projections sur l'autre. Ouais. Tu ne rencontres pas l'autre véritablement. Tu ne peux le rencontrer véritablement que lorsque tu te places du point de vue de cette ouverture qui est nue et vierge et qui accueille vraiment l'autre tel qu'il est. Sans présupposer, sans jugement. Non. Ouais. Est-ce que ça peut aller, est-ce que la pensée, qui n'est qu'une pensée, mais est-ce qu'elle peut être créatrice dans le sens que, est-ce que le monde physique peut vraiment refléter mon monde intérieur, c'est-à-dire carrément, même au point de vue de l'argent, là, je vis dans la pénurie, j'ai pas d'argent dans ma vie. Ou je vis dans l'abondance. Est-ce que ça peut aller jusque dans le monde physique? Mais ça, le monde physique est créé par la pensée. Ah, OK. Donc, nos pensées, Nos si croyances. on lève le voile là-dessus, on a accès peut-être à une grande liberté. Si on a une prise de conscience. Une totale liberté, où tout est ouvert et tout est sans limite. Mon Dieu. Et là, tu touches vraiment ta magie, la magie de ce fameux pouvoir créateur, voilà, qui est vraiment là, qui est à disposition dans cette ouverture. Parce que cette ouverture est énergie, et tout est énergie. Il n'y a que l'énergie. Il n'y a pas de dissociation entre le monde de la pensée et ce que tu appelles le monde physique. Pour moi, c'est que de l'énergie. C'est l'énergie de la conscience, c'est l'énergie de l'être. Il n'y a pas de dissociation. Il y a simplement une différence de fréquence, de densité énergétique entre ce que tu appelles la matière et la pensée. OK. Mais il y en a qui se diraient, bon, OK, je vais construire des pensées positives. Déjà positifs, mais à l'intérieur, ils n'ont rien réglé, mais ils construisent volontairement des pensées Un peu comme le secret le faisait. Ouais, des pensées positives pour créer un monde positif. Et j'imagine que ça ne fonctionne pas, il manque une étape, là, parce que tu ne peux pas juste faire des pensées artificielles. Ou Faire semblant. Faire semblant. Mettons, je dis, je suis dans l'abondance, puis à l'intérieur de moi, il n'y a rien de réglé. Oui, parce que quand tu distingues pensée positive ou négative, ça veut dire que tu n'as pas réalisé la nature de la pensée. C'est comme si tu distingues nuages blancs et nuages noirs. Et tu ne veux que des nuages blancs dans le ciel. Et tu n'as toujours pas vu que ce sont simplement des nuages. Donc peu importe qu'ils soient blancs, noirs, roses, peu importe. L'idée, c'est de reconnaître que ce sont des nuages. Et qui voilent temporairement le ciel que tu es. Okay. Mais qui peuvent être en plus, ça dépend de la perception de ton regard. Ces nuages-là, ces nuages de pensée, si tu les reconnais dans leur essence vide, éphémère, ils ne posent pas de problème dans le ciel que tu es. Au contraire, ils vont mettre en relief la beauté du ciel. Ils peuvent vraiment être. Tu vois, c'est complètement différent. Après, si tu parles de cette ouverture, la pensée, elle est créatrice, mais dans sa spontanéité. Ah, ok. Et elle est avec le flux de tout le mouvement de l'univers. C'est pas quelqu'un qui décide, je vais émettre une pensée positive. Ouais, c'est ça. Tu peux le faire, mais c'est en effet artificiel. Ok. Est-ce qu'une fois qu'on a atteint, que de nombreux voiles sont tombés, puis qu'on réalise la présence à soi, est-ce que c'est atteint définitivement ou si ça fluctue encore et on peut retomber dans d'anciens schémas, par exemple? Souvent, lorsqu'il y a les premiers éveils, donc il y a une ouverture qui se fait. Moi, je dis c'est toujours l'aube. L'aube. Après, il y a comme un mûrissement qui se fait. Donc, dans les premiers éveils, c'est waouh. Donc, tu reconnais, si tu veux, la plénitude de l'être. Mais après, les premiers éveils donnent aussi de l'espace, ce qui fait que tout ce qui est mémorisé, engrammé au niveau corporel, au niveau inconscient, peuvent, des profondeurs de l'inconscient, remonter. Voilà. Et là, tu laisses libérer. Donc, il y a un temps, généralement, de mûrissement. Tu vois, les choses vont s'affiner de plus en plus, devenir de plus en plus subtiles. Il y a un temps pour ça. Parce que le corps doit suivre aussi, parce que l'éveil, c'est pas rien. Donc, il y a un temps d'intégration également au niveau du corps. Est-ce que dans mon expérience. Ça peut créer des malaises additionnels qu'on n'avait pas ressentis jusque-là. Mais ça dépend des gens. Okay. Tu peux pas, je pense qu'on ne peut pas généraliser.
Quand on a accès à notre enfant intérieur, quand on se rend compte, ben, moi j'appelle ça des blessures, mais probablement que c'est des expériences de vie, mais celles qui nous sont apparues douloureuses. Comment on prend soin de cet enfant-là? On fait juste l'accueillir, on fait comme avec les pensées, on fait comme avec le reste? Exactement pareil que l'accueil. C'est toujours la même ligne. Et tu vas voir que dans cet accueil, tout se libère, tout s'éclaire, tout se guérit. Il n'y a que ça. Mais ça a l'air si simple que ça paraît incroyable. Parce qu'on est habitué à utiliser plein de techniques, plein de choses, etc. Là, je suis en train, par exemple, de suivre certains thérapeutes qui ont eu tout un parcours avec plein de techniques, etc. Et là, tout d'un coup, dans l'accompagnement de ces thérapeutes, je leur dis, vous oubliez tout ce que vous avez appris. Oh là là! Voilà. Et vous demeurez dans cette ouverture. Et donc, ils ont fait l'expérience eux-mêmes. Et du coup, sans renier ce qu'ils ont appris, leurs soins prennent une autre dimension. OK. Voilà. Parce qu'ils sont comme, nous on appellerait ça branchés, ils sont plus en contact avec leur vérité. On peut dire ça comme ça. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire ça comme ça. Okay. Tu m'as un peu devancé parce que je me disais, comment on peut aider justement quelqu'un qui est en difficulté, par exemple un enfant, un ami, quelqu'un qui nous tient à cœur, comment on peut l'aider si on n'a pas encore eu un contact avec nous-mêmes de plénitude et de complétude? Alors Diane, je t'entends souvent dire que tu n'es pas encore. Je finis par comprendre. Mais en fait, il suffit d'être simplement dans l'instant. S'il y a un enfant qui a un problème, si tu es dans l'instant, tu es totalement écoute. Tu vas à l'écoute de l'enfant, tu es totalement écoute. Dans ce silence de l'écoute, tout de suite, il y a quelque chose que l'enfant, il y a quelque chose qui peut déposer, plus ou moins inconsciemment. Et si tu sais écouter n'importe qui, c'est-à-dire que tu lui donnes de l'espace, il y a quelque chose en lui qui se sent accueilli, qui se sent entendu. Donc déjà, il va pouvoir déposer. Et là, tu vas vraiment l'aider. Et si tu continues à l'écouter profondément, il y a quelque chose qui va t'inspirer par des mots, par des gestes, etc. Donc il y a quelque chose du soin qui est donné. Et ça, naturellement, dans l'instant, tu peux le faire. Somaseka, c'était une émission extraordinaire avec des enseignements extraordinaires. J'ai l'impression que il y a beaucoup de choses. Personnes extraordinaires. Il y a beaucoup de choses qui vont se déposer en nous, puis j'espère aussi chez nos auditeurs pour prendre la pleine mesure de toute cette richesse-là que tu nous as offert durant cette dernière heure. Merci. Merci vraiment beaucoup. Alors pour... Et merci à vos auditeurs. Ouais. On leur souhaite une belle écoute. Oui. Ouais. Et alors, si vous avez le goût de passer du temps avec Somaseka... En vacances. Il y a un séminaire ce 5 et 6 octobre ici à Québec. Il y en a un autre le 12 et 13 octobre à Offord. Et il y a aussi la belle fin de semaine Lever les voiles les 19 et 20 octobre à Boucherville avec Pierre et Gérard et Juliane. Et toutes les informations reliées à ces activités-là sont disponibles sur le site de mercilavie.com de notre amie Isabelle Lecière, qu'on remercie d'ailleurs avec son conjoint Michel de nous faire découvrir et nous faire aimer des êtres aussi exceptionnels. Alors Denis, merci aussi. Merci à vous. Somaseka, merci. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris, moi. Merci. On vous dit bonjour, on vous retrouve bientôt pour une autre émission de Porteur d'espoir.